Le 5 décembre débutera le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. L'une des questions qui se posera est comment des jeunes qui ont grandi en Belgique ont-ils pu devenir des terroristes? C'est en tout cas la question que s'est posée la docteure en sciences politiques et sociales de l'ULB, Aïcha Bacha, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, avec plaisir. Et vous êtes aussi l'autrice du livre Le djihad en héritage sur le territoire belge, qui paraît aux éditions L'Harmattan. Ce sujet, il est complexe. J'imagine que ça n'a pas dû être évident de le traiter. Tout à fait. Donc le choix du sujet n'était pas très facile à prendre, vu que j'étais déjà actrice sociale, donc je faisais partie d'un café littéraire bruxellois, et donc c'était en 2012. Tous les mercredis, on se réunissait pour débattre de l'actualité, et donc vu que le nombre des départs vers la série était vraiment trop élevé vers la fin de 2012, c'était un sujet très urgent, donc nous avons décidé de le traiter de notre manière. Nous savons que le terrorisme, bien évidemment, a plusieurs facteurs qui font que ces jeunes partent. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs économiques, il y a même des conflits internationaux qui entrent en jeu et qui donnent bien évidemment des foyers de terrorisme. Il y a d'autres facteurs, bien évidemment, surtout des États qui fournissent de l'argent et qui alimentent ceci. Sans parler, bien évidemment, des idéologies qui entrent en jeu et qui se propagent de plus en plus. Mais le terrorisme, à mon sens, a besoin d'un vivier de recrutement. Donc, je me suis dit que si je travaille un peu l'aspect humain, ça pourrait au moins sensibiliser, conscientiser l'humanité, la société, pour prévenir contre ce phénomène. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis fixé ce target-là, cet objectif, et que j'y travaillais sur voilà, les familles des djihadistes qui sont partis en série. Il y avait aussi à l'époque une question qui me revenait tout le temps, c'est que pourquoi, donc nous avons aussi une communauté turque qui est aussi importante en nombre, mais la plupart de ceux qui sont partis sont issus de ma communauté. Donc pour moi, c'était tout à fait. Donc c'était une question très grande à l'époque. Et même en analysant l'aspect géographique, la Turquie est plus proche de la zone du conflit. Donc je me disais aussi, leur culture est musulmane. Donc pourquoi ce nombre de départs est uniquement au sein des familles issues de la diversité marocaine. Donc un jour, je faisais, comme je vous ai dit, partie du café littéraire. Il y avait deux mamans qui sont venues. Donc deux mamans de djihadistes. Donc elles se sont présentées comme ça, comme mamans désemparées, dont le désarroi total, dont l'incompréhension totale. Et donc elles se posaient elles aussi des questions. Et donc, en tant que membre de ce café littéraire, j'étais menée à mener carrément un dispositif de recherche. Et c'est là où j'ai choisi réellement d'en faire une thèse de doctorat. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant et l'originalité de votre travail, c'est que vous êtes axé donc sur les familles. Vous avez interrogé 32 mères. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de Belges qui sont partis effectivement en Syrie. Il y en a 422, enfin on estime à peu près. Vous avez rencontré ces 32 mères pour essayer de comprendre. Et tout au début, elles vous ont dit, en fait, c'était un gentil garçon. Tout à fait. Donc le point de départ, c'était ça. C'était un gentil garçon, sensible, qui n'avait pas de problème selon les mamans. Mais par contre, quand on a commencé la recherche, c'était autre chose, bien évidemment. Après, vous avez creusé et vous vous êtes aperçu que ces jeunes fréquentaient aussi certaines associations. On en a déjà parlé de cet aspect-là. Plusieurs associations, tout à fait. Et en plus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc moi, en fait, ce qui me préoccupait, c'est les dysfonctionnements au niveau de la famille, de l'appareil familial, puisque vous savez qu'au niveau de la socialisation élémentaire des enfants, la famille joue un rôle primordial. Donc pour moi, c'était évident d'aller chercher au niveau de la famille. Et même les entrevues, parce que le protocole de recherche choisi, c'était l'observation participante, et puis des entrevues approfondies et répétées avec les mamans. Est-ce que le père était présent? Justement, c'était ça, une des raisons
parmi les raisons qui ont facilité en quelque sorte que ces jeunes ont été embrigadés. Donc je vais arriver là. En multipliant les entrevues avec les familles, quand je vais à la maison, je veillais à ce que l'entretien se passe à la famille pour voir un petit peu les conditions familiales, pour voir un peu le cadre et aussi une sorte d'évaluation des conditions économiques et sociales de la famille. À chaque fois quand je suis là, le papa n'est pas là. Et la première fois, deuxième fois, troisième fois. La quatrième fois, pour une maman, j'ai posé carrément la question. J'ai dit, où est-ce qu'il est le papa? Puisque cette famille n'est pas une famille monoparentale, donc le divorce n'est pas en question, les enfants sont là, mais le papa n'est jamais là. Et donc sa réponse était la suivante. Le papa est absent, il est assis au café avec ses amis, mais il va rentrer, ne vous inquiétez pas. La cinquième fois, j'ai veillé à ce que je fasse l'entrevue aussi à la maison, mais cette fois-ci, je l'ai fait un peu tard. En espérant qu'il soit là, c'est ça. Ben, j'étais curieuse, vous voyez. Oui, donc, ça fait partie de votre recherche. Tout à fait. Donc voilà, le monsieur arrive, heureusement, et donc il était un peu froid. Très froid même par rapport à ma présence. Il m'a salué, il est parti. Au bout de même pas 30 minutes d'entrevue avec la maman, la maman me laisse, il part le voir dans sa chambre et là j'entends des cris. Elle retourne, je continue pas l'entrevue, je me suis dit que c'est plus sage de retourner la veille ou de reprogrammer l'entrevue et je l'ai proposé à la maman. Elle m'a dit oui, c'est parfait. Et en fait, même son visage était pâle, donc c'est pas la même personne qui est partie le voir. Vous voyez un peu. Oui, vous avez senti la violence. Tout à fait. Mais j'étais pas en mesure de le dire, vous voyez. Donc, j'ai reprogrammé encore une fois une autre réunion avec la maman et c'est là où le vrai travail ethnographique chez moi a commencé. Parce qu'en fait, elle a craqué. Oui. Elle m'a parlé de à la Sentinelier aussi, peut-être elle a eu besoin de... Voilà, oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc c'est là où réellement mon travail de terrain a commencé. Et c'est là où j'ai commencé réellement à parler de dysfonctionnement au niveau de certaines familles, pour ne pas généraliser. Donc il y a une majorité de familles touchées par le djihadisme qui a un dysfonctionnement au niveau de la famille. Et je répète aussi que l'objectif de mon travail n'est pas un travail de mémoire, c'est un devoir de citoyenne. Donc, et de ne pas faire d'amalgame, parce que c'est un sujet qui pourrait mal pris, et surtout le titre de mon livre pourrait éventuellement être mal pris par les membres de ma communauté. On ne généralise pas. Donc je suis citoyenne ici, on a des dysfonctionnements, et c'est à notre devoir d'essayer un petit peu de proposer des pistes d'issue de ces problèmes-là. Est-ce que ces enfants sont nés en Belgique ? Oui. Oui, donc ils n'ont pas vraiment la connaissance de leur pays et de toute l'idéologie véhiculée là-bas. Tout. Ce sont des Belges, ce sont d'origine marocaine. Mais vous dites quand même que souvent les mamans, même qui peuvent être elles aussi nées ici, ont continué à reproduire en fait plutôt des manières de vivre qui étaient celles de leurs grands-parents en fait au Maroc. Tout à fait. Certaines mamans, comme je dis, il ne faut pas généraliser, mais là c'est majoritaire. Donc ce sont des mamans un peu avec les mêmes le même background, le même héritage. Elles reproduisent le même schéma, même schéma que ce qu'elles ont pu observer et vivre. Culturel du pays. Sauf que chez eux, au Maroc, donc au pays d'origine, il y a eu un développement. Mais ici, ils ont développé des mécanismes d'autodéfense pour se protéger. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours ces barrières entre le nous et le eux. Et il y a toujours cette opposition entre le eux et le ne. Donc l'espace d'échange culturel, donc la communauté culturelle n'est pas ouverte à l'autre. Et c'est ce qui pose que ces mamans-là sont un petit peu en décalage avec ce que nous vivons réellement dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, votre recherche, donc vous l'avez terminée, vous l'avez publiée. Quelle suite vous pensez qu'elle peut avoir Est-ce que cette recherche peut avoir donc un impact aussi sur la communauté marocaine et sur le procès peut-être? Oui, donc l'objectif de cet ouvrage est de conscientiser, voire même de sensibiliser les membres de notre communauté qu'il est urgent d'agir et qu'il est urgent d'agir au niveau même de sa propre famille avant d'élargir un petit peu la chose vers l'autre.
Merci. Donc l'objectif principal, c'est la conscientisation des membres de notre communauté. Pas tous, mais ceux qui sont sensibles à la problématique. Et là, vous allez aller peut-être plus sur le terrain encore. Oui. Oui. Parce que j'ai beaucoup à faire. J'ai bien l'impression. Merci en tout cas. Je vous en prie. Aïcha Bacha. Vous êtes, je le rappelle, docteur en sciences politiques et sociales de l'ULB. Et donc, vous avez sorti ce livre dont je recherche le titre, le djihad en héritage sur le territoire belge. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être passé par chez nous. Excellente journée.